À 2h15 du matin, quand j'ai regardé par la fenêtre de la cabane, j'ai vu quelque chose debout sur le quai. C'était comme une copie de moi. Un objet de ma taille, portant les mêmes vêtements que moi, mais sans visage. Et là où aurait dû se trouver un visage, il y avait une surface lisse et pâle. Et il sifflait. Le même sifflement que j'avais entendu dans la forêt 1 heure plus tôt. Aurora a voulu sortir pour vérifier. Je l'ai retenue. 6 heures plus tard, elle a quand même ouvert la porte. Et maintenant, je suis le seul à être revenu vivant de la baie d'Ella. Je m'appelle Jackson Cooper. J'ai 34 ans, je suis franco-canadien de Montréal, mais je travaille en Alaska depuis 8 ans. Je suis technicien de maintenance pour les stations météorologiques isolées. Mon travail consiste essentiellement à rester seul pendant des semaines, dans des endroits où personne ne veut aller, réparer des équipements que personne ne veut toucher et revenir vivant. Tiens, j'aime la solitude. Je l'ai toujours aimée. Pas parce que je déteste les gens, juste parce que le silence me plaît plus que les conversations. C'est pourquoi, quand la coordinatrice régionale Christina Voss m'a appelé le 14 novembre 2026 pour une mission à la baie d'Ella, j'ai immédiatement dit oui. 2 semaines maximum, dit-elle, à la station météorologique côtière. Maintenance de routine. Mais cette fois, tu auras une partenaire, Aurora Leblanc. Française, première année en Alaska. Elle a besoin d'expérience de terrain. J'ai hésité. Je travaille mieux seul, dis-je. Je sais, mais ce n'est pas négociable, Jackson. Le règlement, les missions à la baie d'Ella, nécessitent un minimum de 2 personnes, répondit-elle. Pourquoi? Demandai-je. Il y eut quelques secondes de silence, puis elle répondit « Protocole de sécurité standard, zone isolée, conditions météorologiques imprévisibles. » Les règles de sécurité classiques, tu sais, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une tension que je n'avais jamais entendue auparavant. Le 15 novembre à 14h37, nous avons atterri à la baie d'Ella. Un hydravion nous a déposés avec notre équipement sur une plage de galets noirs, puis est reparti immédiatement. Le pilote n'a même pas voulu couper le moteur. Il a juste dit bonne chance depuis la fenêtre et a immédiatement décollé. Aurora mesurait environ 1,69 mètres, blonde, ni trop lourde ni trop mince, avec une peau légèrement hâlée. Aurora a regardé l'avion disparaître. Il semblait pressé. La marée monte. Ai-je menti? Mais je l'avais remarqué aussi. La hâte. Comment il évitait de regarder la forêt? La baie d'Ella n'existe pas sur la plupart des cartes. Elle se trouve à 180 km de la ville la plus proche. Pas de route, pas de sentier, juste une cabane d'observation météorologique construite en 1987, abandonnée en 2003, puis réactivée en 2019 pour des raisons que personne n'a clairement expliquées. La cabane était exactement comme décrit, structure en bois d'un étage, toit métallique, fenêtres renforcées, 3 verrous solides à la porte. Fonctionnel, simple, isolé. À l'intérieur, 2 lits pliants, une table, un réchaud à propane, une radio VHF, des étagères de provisions et un poêle à bois. Et sur le mur, cloué à côté de la porte, une feuille plastifiée. Règle B. Dès la lire attentivement. Votre vie en dépend 1. Ne répondez jamais aux voix venant des arbres, même si elles utilisent des noms familiers. 2. Ne suivez jamais le sifflement, aussi proche soit-il 3. Si quelqu'un frappe la nuit, n'ouvrez pas avant l'aube 4. Ne sortez jamais sans bottes en caoutchouc. Les traces attirent les visiteurs. Aurora a lu la liste et a ri. C'est une blague, non? Une blague qu'on fait aux nouveaux employés, je suppose, demanda-t-elle. Je ne pense pas, dis-je. Les traces attirent les visiteurs? Ne suivez pas le sifflement? Ça ressemble à une mauvaise creepypasta, dit-elle. J'ai examiné le papier de plus près. Le papier était vieux et jauni. Les bords rugueux montraient qu'il était là depuis des années.
Et en bas, en petites lettres presque effacées, on pouvait lire « Mise à jour après l'incident de 2019. 3 disparus. Je ne pense pas que ce soit une blague. » ai-je répété calmement. Nous avons passé l'après-midi à installer notre équipement. Routine standard, vérifier les instruments météorologiques, calibrer les capteurs, tester la radio. Tout fonctionnait parfaitement. À 18 heures, le soleil était déjà couché. En novembre, en Alaska, 16 heures d'obscurité par jour. Donc, la majeure partie de la journée se passait de nuit. À 19h30, nous avons mangé des rations militaires réchauffées. Aurora parlait de Paris, de sa famille, de pourquoi elle était venue en Alaska. Je répondais par monosyllabes, écoutant surtout. Et c'est là que je l'ai remarqué pour la première fois. Le silence. Pas le silence normal de la nuit dans la nature. Un silence absolu, pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de vent dans les arbres. Rien. Tu entends ça? Demandai-je. Je n'entends absolument rien, répondit-elle. Exactement, dis-je. À 22 heures, nous nous préparions à dormir. J'ai pris le premier quart. Protocole standard. Quelqu'un devait vérifier les instruments toutes les 4 heures. À 22h17, j'ai entendu le premier sifflement. Lointain, mélodique, presque, invitant. 3 notes ascendantes, puis une pause, puis à nouveau. Aurora s'est redressée dans son lit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » répondis-je. Mais je pensais à la règle numéro 2. Ne jamais répondre au sifflement, le sifflement à répéter. Cette fois plus proche, peut-être à 50 mètres dans la forêt. Un oiseau? Se demanda-t-elle. À minuit? En novembre? Demandai-je. Alors un autre humain? Suggéra-t-elle. Il n'y a personne dans un rayon de 180 km. Répliquai-je. Le sifflement est revenu. Beaucoup plus proche maintenant. Juste derrière les arbres, peut-être à 20 mètres de la cabane. Aurora s'est levée, s'approchant de la fenêtre. « On devrait vérifier, » dit-elle. « Non, » ai-je dit en lui bloquant le passage. Règle numéro 2. Ne jamais suivre le sifflement. Jackson, c'est ridicule. C'est probablement juste. Commença-t-elle. Probablement juste quoi? Peux-tu expliquer logiquement ce qui pourrait siffler une mélodie parfaite à 22 heures au milieu d'une forêt d'Alaska en novembre? Demandai-je. Elle n'avait pas de réponse. Le sifflement s'est soudainement arrêté. Le silence est revenu. À 23h30, la radio a grésillé, comme un bruit de parasite. Pas inhabituel. Nous devions faire des contrôles réguliers avec Christina. Mais nous avions oublié. Une voix est sortie des parasites. « Jackson. »« Tu m'entends » demanda la voix. La voix d'Aurora. J'ai regardé Aurora, assise à 3 mètres sur son lit pliant, me fixant avec de grands yeux. « Je n'ai rien dit, » chuchota-t-elle. La radio encore. « Jackson, aide-moi, je suis perdu. Dans les arbres, je ne trouve pas le chemin du retour. » La voix était identique à la sienne. L'accent français d'Aurora. Le ton légèrement hésitant quand elle parlait anglais. Chaque détail. « Éteins-la » dit la vraie voix d'Aurora en tremblant. J'ai changé de fréquence. Parasite. J'ai changé encore des parasites. Puis une autre voix, masculine cette fois, vaguement familière. Station de la baie d'Ela, ici la base d'Anchorage. Nous avons détecté une activité sismique dans votre zone. Évacuation d'urgence nécessaire. Sortez et dirigez-vous vers la plage. L'hélicoptère est en route. Confirmez mon ordre, dit la voix. Ce n'est pas le protocole, dis-je. Les évacuations passent toujours par Christina d'abord. Mais si c'est une vraie urgence, demanda Aurora, qui était déjà debout, enfilant sa veste. Alors pourquoi le sismographe ici ne montre-t-il rien? Ai-je demandé en désignant l'appareil sur l'étagère.
La voix radio a continué. « Station de la baie d'Ela, confirmez mon ordre. Vous devez vous dépêcher. Sortez maintenant. » J'ai complètement éteint la radio. « Tu es fou ?» cria Aurora. « Et s'il y a vraiment une urgence? Il n'y en a pas. Écoute ta propre voix. Réfléchis. Tu étais ici avec moi. Comment ta voix pourrait-elle être à la radio? Demandai-je. Un enregistrement? Quelqu'un qui me ressemble? Commença-t-elle. Un bruit fort à la porte. Pam, pam, pam. 3 coups, délibérés et humains. Puis une voix. Christina cette fois, parfaitement reconnaissable. Jackson, Aurora, ouvrez. Il y a une tempête qui arrive. Nous devons partir immédiatement, cria-t-elle. Aurora a couru vers la porte. Je l'ai attrapée par le bras. Règle numéro 3, sifflai-je. Si quelqu'un frappe la nuit, n'ouvre pas avant l'aube. Mais c'est Christina, protesta-t-elle. Christina est à Anchorage, à 600 km d'ici. Il n'y a pas de route. Comment aurait-elle pu venir? Demandai-je. Les coups ont continué, plus forts, plus insistants. S'il vous plaît, la tempête arrive. Je vois les nuages. On a 5 minutes, criait la voix. Aurora tremblait. Et si c'est réel? Et qu'on meurt ici parce qu'on suit les règles écrites par un fou? Demanda-t-elle. Alors on meurt. Mais on n'ouvre pas cette porte, ai-je répondu sèchement. Les coups se sont intensifiés, puis des griffures, des ongles ou des griffes grattant le bois, et puis, soudain, le silence s'est installé. À 2h15, je me suis approché de la fenêtre avec mes jumelles. Aurora dormait, ou faisait semblant de dormir, recroquevillée dans son lit pliant. J'ai regardé dehors, vers le quai à 50 mètres, une structure en bois qui s'étendait vers la baie, et je l'ai vue. Une silhouette humaine, debout au bout du quai, immobile, portant un parka, spécifiquement mon parka, avec les bandes oranges réfléchissantes sur les manches. J'ai ajusté les jumelles, pas de visage. Là où aurait dû se trouver un visage, il y avait juste une surface lisse et pâle. Quelque chose comme de la cire. Et il sifflait, le même sifflement mélodique. 3 notes ascendantes. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai baissé les jumelles, j'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai regardé à nouveau. Il était toujours là, toujours immobile, me regardant directement bien que je sache être invisible derrière la fenêtre sombre. Puis il a levé un bras, trop long, les articulations se pliant au mauvais endroit, et a pointé vers la porte de la cabane. Un geste clair. « Sors !» Je me suis reculé de la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Aurora qui s'était réveillée. « Rien. Rendors-toi, » répondis-je. « Menteur. Tu es pâle comme un mort, » dit-elle. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer ce que je venais de voir sans paraître fou? Comment l'expliqueriez-vous si vous étiez à ma place? À 2h47, quelque chose a recommencé à frapper à la porte. Mais cette fois, c'était différent. Pas des coups, des griffures, lentes, méthodiques, comme si quelque chose testait la solidité du bois. Et une odeur a commencé à venir de sous la porte. Quelque chose de métallique et de pourri, comme du poisson mort et du cuivre. Après avoir senti cette odeur, Aurora a vomi dans un coin. Les griffures ont continué jusqu'à 4h32. Puis, elles se sont arrêtées. À 5h55, la première lueur de l'aube est apparue à l'horizon. À exactement 6h, la radio s'est allumée d'elle-même. Station de la baie d'Ela. Ici Christina Voss, base d'Anchorage. Contrôle de routine. Répondez, dit la voix. Cette fois, c'était la vraie Christina. Je reconnaissais les parasites familiers de notre fréquence habituelle, le ton professionnel, mais légèrement ennuyé. J'ai pris le micro. Ici, la baie d'Ela, Jackson Cooper. Tout va bien, dis-je. Parfait. Comment sont les conditions météorologiques? Demanda-t-elle. Ciel dégagé. Pas de tempête?
répondis-je. Un silence. De quelle tempête tu parles? Demanda-t-elle. Aucune. C'était juste une longue nuit, dis-je. Je comprends. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. On a un avion de ravitaillement qui passe dans votre zone. Si vous voulez, il peut vous récupérer aujourd'hui, raccourcir la mission. Les conditions s'annoncent mauvaises pour les prochains jours, expliqua-t-elle. Aurora s'est redressée. Oui, dis oui, s'exclama-t-elle. Mais quelque chose n'allait pas. Christina ne proposerait jamais un rappel anticipé. Jamais. Le budget était trop serré. Quel genre d'avion? Demandai-je. Un de Havilland Beaver, rouge et blanc. Il sera là vers 8 heures. Surveillez le ciel, répondit-elle. J'ai vérifié ma montre. 6h03. D'accord. On sera prêt? Dis-je. J'ai raccroché. On part. Aurora était déjà en train de rassembler ses affaires. Dieu merci, s'exclama-t-elle. Peut-être, dis-je. Peut-être quoi? Christina a dit que... commença-t-elle. Combien d'appels de Christina as-tu entendu cette nuit? Demandai-je. Elle s'est figée. Quoi? Demanda-t-elle. On a entendu des voix impossibles à distinguer des vraies. Alors comment sait-on que celle-ci était vraiment elle? Demandai-je. Parce que c'était sur notre fréquence normale, dit-elle. Toutes les autres étaient aussi sur notre fréquence normale, répliquai-je. À 7h30, nous avons entendu un bruit de moteur d'avion qui approchait. Aurora a couru à la fenêtre. Il est là. Je le vois, s'exclama-t-elle. J'ai pris mes jumelles. Un de Havilland Beaver, rouge et blanc, vole en bas au-dessus de la baie. Exactement comme décrit. Mais les ailes étaient trop longues, le fuselage trop étroit. Comme si quelqu'un avait dessiné un avion de mémoire sans vraiment comprendre l'aérodynamique. Un hydravion à moteur à piston. Impossible, il atterrit. Aurora était déjà à la porte, la main sur le verrou. « Attends » commençai-je. Mais elle avait déjà ouvert. Aurora a ouvert la porte en grand et est sortie sans attendre. L'air froid du matin a envahi la cabane. Je l'ai suivie dehors, le cœur battant, chaque instinct hurlant que c'était une erreur. Le de Havilland planait au-dessus de la baie, parfaitement immobile. Pas d'atterrissage, pas de manœuvre d'hydravion. Juste, suspendu là, comme une image figée dans le ciel. Tu vois? Aurora pointait le ciel. Je te l'avais dit. On rentre à la maison, s'exclama-t-elle. Aurora, regarde tes pieds, dis-je. Elle a baissé les yeux. Nous étions sur la plage de galets. Nos empreintes étaient clairement visibles dans le sable humide entre les pierres, nos bottes laissant des traces profondes. Mais il y avait d'autres traces, des empreintes de pieds nus, apparemment humaines, mais avec 6 orteils, et elles ne pointaient dans aucune direction logique, allant vers la mer, puis revenant, puis y retournant, puis formant des cercles comme si quelque chose avait dansé ou patrouillé toute la nuit. Et elles étaient fraîches, très fraîches. Si elles étaient là depuis longtemps, la marée les aurait effacées. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Aurora, sa confiance ébranlée. « Des visiteurs, comme le disent les règles. »« Les traces attirent les visiteurs, » expliquai-je. L'avion s'est soudain déplacé, approchant du rivage. Toujours avec ces légères anomalies qui dérangeaient mes yeux, ces bizarreries, si je puis dire. « On devrait rentrer, dis-je. »« Non, attends, il va atterrir, on va partir, » protesta-t-elle. Une voix a résonné depuis le quai. Claire, féminine, autoritaire. « Aurora Leblanc, Jackson Cooper, ici. Venez vite, vous allez embarquer dans l'avion, » cria la voix. Christina, absolument identique à Christina. Je l'ai vue maintenant, debout sur le quai, portant son parka bleu caractéristique, ses cheveux gris en queue de cheval, les mêmes lunettes, mais le seul problème était qu'elle se tenait exactement là où j'avais vu la chose sans visage 6 heures plus tôt. « Christina?
a appelé Aurora en commençant à marcher vers le quai. « Viens, ma chérie. L'avion ne peut pas rester longtemps. La marée et les vents l'empêchent de rester longtemps, » cria la voix. Aurora marchait maintenant plus vite, presque en courant. J'ai attrapé son bras. « Ce n'est pas la vraie, » dis-je. « Lâche-moi. Tu es devenu fou. C'est notre seule chance de sortir d'ici, » protesta-t-elle. Alors pourquoi l'avion ne fait-il aucun bruit? Pourquoi Christina est-elle physiquement ici? Réfléchis, insistai-je. Je réfléchis, et je pense que tu as passé trop de temps seule dans ces foutues forêts. Je rentre chez moi, cria-t-elle. Elle a couru vers le quai. Aurora, arrête, ai-je hurlé. Mais elle ne s'est pas retournée. Elle courait maintenant, ses bottes martelant les planches de bois du quai. La chose Christina lui souriait, un sourire trop large, comme un mannequin de cire. Au milieu du quai, Aurora a ralenti, puis s'est complètement arrêtée. Ses épaules sont tombées. Sa tête s'est penchée sur le côté dans un angle complètement anormal. « Aurora » ai-je crié depuis la plage. Elle ne s'est pas retournée. Elle a murmuré quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Christina a tendu une main. Aurora l'a prise, et j'ai vu. Quand leurs mains se sont touchées, quelque chose a ondulé, comme une vague de chaleur dans l'air. La réalité elle-même semblait se froisser au point de contact. Le visage de Christina a commencé à changer. Pas radicalement, juste à se dissoudre, comme un masque de cire fondant lentement, les traits restant reconnaissables, mais devenant flous, indéfinis. Aurora n'a pas réagi. Elle est restée là, tenant la main de cette chose. « Viens, l'eau douce t'attend. C'est ta maison, cette eau. Tu es fatiguée et tu veux te reposer, » dit Christina à Aurora. « Je veux me reposer, » répéta Aurora d'une voix hypnotisée. Elle a fait un pas vers le bord du quai. « Aurora » criai-je. J'ai couru. Mes bottes ont glissé sur les galets. J'ai atteint le quai, mes pieds martelant le bois. Aurora était maintenant au bout. L'eau noire de la baie s'étendait devant elle, calme, glacée et mortelle. « Rentre à la maison, » chuchota Christina. « Dans l'eau, c'est là que tu dois être. Tu le sais, tu l'as toujours su. »« Je l'ai toujours su, » répéta Aurora. Elle a levé un pied pour descendre dans l'eau. J'étais à 10 mètres. Puis 5. Christina s'est tournée vers moi, et son visage, ce qui restait du masque de Christina, s'est complètement dissous. En dessous, il n'y avait pas de peau, pas de structure, rien. Juste une surface lisse et pâle réfléchissant la lumière d'une manière impossible, comme du mercure liquide. Et il a ouvert ce qui devait probablement être sa bouche. Il a sifflé, ce sifflement mélodique. 3 notes ascendantes, mais amplifiées, déformées. Mes jambes se sont arrêtées. Pas parce que je le voulais. Elles se sont juste arrêtées. Comme si mes muscles se retournaient que contre moi. Je me suis retrouvé planté là, paralysé, regardant Aurora descendre lentement dans l'eau glacée. D'abord les pieds, puis les chevilles, puis les genoux. Elle s'enfonçait calmement, régulièrement dans les profondeurs. L'eau atteignait maintenant sa taille. Non. Ai-je réussi à chuchot en luttant contre la paralysie? Ah, Aurora. La chose a tourné son visage sans visage vers moi, et j'ai entendu des mots qui ne venaient même pas de ma bouche, ni même de l'air, mais qui résonnaient directement dans mon crâne. Tu dois venir aussi. Bientôt nous t'attendrons aussi. Nous attendrons toujours, dit la voix. L'eau atteignait maintenant la poitrine d'Aurora. Quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être de la colère, peut-être de la pure terreur. Mais mes muscles m'obéissaient à nouveau, et mon premier réflexe fut d'attaquer immédiatement. La chose a reculé, ou s'est dissoute, je ne sais pas exactement. Un instant, elle était là. L'instant suivant, elle n'y était plus, comme de la fumée dispersée par le vent. J'ai plongé dans l'eau glacée.
Le choc du froid m'a coupé le souffle. Nous étions en novembre en Alaska. L'eau était peut-être à 2 degrés Celsius. J'avais des secondes avant que l'hypothermie ne commence. J'ai attrapé Aurora par sa veste. Elle ne résistait pas. Elle ne faisait même pas de mouvement conscient. Ses yeux étaient ouverts, mais vides, regardant quelque chose sous l'eau que je ne pouvais pas voir. Je l'ai tirée en arrière, vers le rivage. Elle était lourde, trempée, inerte comme un mannequin. Mes doigts étaient déjà engourdis. Mes jambes gelaient d'abord, puis brûlaient de froid. 10 mètres jusqu'au rivage. Puis 5. J'ai entendu quelque chose bouger dans l'eau derrière moi. Quelque chose de gros, créant des vagues sans source visible. J'ai traîné Aurora sur les galets. Ses lèvres étaient bleues, ses yeux toujours vides. « Aurora! Aurora! » lui ai-je crié. Rien. Juste ce regard vide. Je l'ai portée, Dieu sait où j'ai trouvé la force, vers la cabane. Mes vêtements gelaient déjà sur mon corps. Chaque pas était une agonie. J'ai claqué la porte derrière moi. J'ai verrouillé les 3 verrous. J'ai traîné Aurora près du poêle à bois que j'ai rallumé frénétiquement. Respire. Allez. Respire, ai-je crié. Puis j'ai fait du bouche à bouche. Au cas où elle se noierait, elle a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Puis elle a vomi de l'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup plus qu'elle n'aurait dû en avoir dans les poumons après si peu de temps sous l'eau. « Jack, dit-elle d'une voix rauque, confuse. « Je suis là. Tu es en sécurité. »« Reste près du feu, dis-je. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. « Tu ne te souviens pas ?» demandai-je. Elle a secoué faiblement la tête. J'ai entendu Christina. Et puis, rien. Juste l'obscurité et une voix me disant de rentrer à la maison. Elle a commencé à pleurer. De vrais sanglots profonds. Je l'ai enveloppée dans toutes les couvertures que nous avions et l'ai portée au pied du poêle. Dehors, le sifflement a recommencé. 3 notes ascendantes. Encore et encore. Les 36 heures suivantes sont floues dans ma mémoire. Je ne peux pas me souvenir exactement. Aurora allait et venait entre conscience et inconscience. Pas à cause de l'hypothermie. J'avais réussi à la réchauffer. À cause d'autre chose. Quelque chose que le contact avec cette chose lui avait fait. Elle murmurait dans son sommeil. Des mots français que je ne comprenais pas. Parfois elle riait, parfois elle pleurait, et la radio ne fonctionnait plus. Complètement cassée. J'ai tout essayé. Rien n'a ramené la radio. Nous n'avions plus de connexion. Nous étions seuls maintenant. Le soir du 2e jour, quelque chose a recommencé à frapper à la porte. Mais cette fois, c'était la voix d'Aurora. « Jackson, s'il te plaît, laisse-moi entrer. J'ai tellement froid dehors, » disait la voix. J'ai regardé Aurora, recroquevillée dans son lit pliant, profondément endormie. « Jackson, pourquoi m'as-tu laissé dehors? Ouvre la porte, » suppliait la voix. Les coups sont devenus plus insistants. « S'il te plaît, je gèle, je vais mourir, » criait la voix. J'ai serré les dents, les mains sur mes oreilles, respirant lentement. Règle numéro 3. Si quelqu'un frappe la nuit, n'ouvre pas avant l'aube. Tu me laisses mourir? Comment peux-tu être aussi cruel? Criait la voix. Des sanglots. Si réalistes, si déchirants. Mais je n'ai pas ouvert. Les coups ont continué jusqu'à 4h23, puis se sont arrêtés. Le 3e jour, à 11h47, un véritable avion est arrivé. Je l'ai su immédiatement. Le bruit du moteur était réel, fort, rugissant, mécanique. L'avion avait les bonnes proportions. Il a atterri normalement, avec des rebonds et des mouvements. 2 personnes sont sorties, le pilote et Christina, la vraie Christina. Je l'ai su immédiatement à sa façon de bouger, hésitante sur les flotteurs, se plaignant du froid. J'ai ouvert la porte. « Jackson,
Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez manqué 3 contrôles, s'exclama-t-elle. La radio est cassée. Et Aurora? Aurora a eu un accident, dis-je. Christina a regardé Aurora, toujours enveloppée dans les couvertures, les yeux vitreux. Quel genre d'accident? Demanda Christina. Elle est tombée du quai, dans l'eau. Je l'ai sortie, mais elle ne va pas bien. Pas bien, expliquai-je. Christina a examiné Aurora rapidement, professionnellement. Puis elle s'est tournée vers moi, avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. On la ramène. Toi aussi. Rassemble tes affaires. Vite, ordonna-t-elle. Pendant que je préparais nos sacs, j'ai entendu Christina parler à voix basse avec le pilote. Encore un incident de la baie d'Ella. Combien maintenant? 5? 6? Ils devraient fermer la station. Ils ne la fermeront jamais. Données trop précieuses. C'est de la folie. On envoie des gens à la mort. Dans l'avion, Aurora s'est réveillée brièvement. Elle m'a regardé avec des yeux presque illuminés. « J'ai vu Jackson », chuchota-t-elle. Sous l'eau, c'était magnifique. Tellement de lumière, tellement de sons. Ils m'appelaient tous. Ils voulaient que je reste. « Mais tu n'es pas resté », dis-je. « Non », dit-elle avec un sourire triste. « Grâce à toi. Mais parfois je regrette. Parce que maintenant je me souviens. Et je ne pourrai jamais oublier. Cette beauté terrible, cette paix, cette promesse. Elle a fermé les yeux, pour ne plus jamais les rouvrir. Le rapport officiel a dit « Aurora Leblanc, morte d'hypothermie suite à une chute accidentelle du quai de la station de la baie d'Ella. Conditions météorologiques défavorables. Les planches étaient gelées et son pied a glissé. Aucune erreur d'équipement ou de personnel. Ils ont dit qu'elle était morte, mais elle n'était pas morte. Pas techniquement, son corps fonctionnait. Elle respirait, mangeait, parlait quand on lui posait des questions. Mais ses yeux étaient vides, comme si la partie d'Aurora qui faisait d'Aurora ce qu'elle était restée dans cette eau noire. Ils l'ont envoyée dans une institution pour choc suite à un traumatisme sévère et à l'hypothermie. C'était une façon polie de dire qu'elle était problématique d'une manière qu'il ne comprenait pas et ne voulait-il pas expliquer. J'ai essayé de parler, d'expliquer ce qui s'était vraiment passé, la chose sans visage. Les voix, les sifflements et les règles, Christina m'a immédiatement coupé. Jackson. Écoute très attentivement. Officiellement, tu as vécu une expérience traumatisante. Isolement, conditions extrêmes, stress de sauver une collègue. Tout cela peut causer des perceptions altérées, dit-elle. Des perceptions altérées, demandai-je. Oui, et c'est ce qui sera dans ton dossier. Pas d'entité, pas de règles mystérieuses, pas de théorie du complot. Juste un accident tragique et un sauvetage héroïque. D'accord, dit-elle. Et si je refuse d'accepter ce mensonge, demandai-je. Alors tu seras déclaré inapte au service, probablement diagnostiqué avec un trouble dissociatif, peut-être envoyé dans la même institution qu'Aurora, expliqua-t-elle. Elle s'est penchée. Tu as fait un travail extraordinaire là-bas, Jackson. Tu as sauvé une vie, prends 3 mois de congé payé, va voir un thérapeute, et quand tu reviendras, on t'affectera à des stations normales. Pas la baie d'Ella. On ne t'y enverra plus jamais. Parce que vous allez la fermer? Demandai-je. Un sourire triste. Non. Parce que tu en sais maintenant trop pour y retourner en sécurité. Les règles fonctionnent pour ceux qui ne comprennent pas vraiment. Mais une fois que tu as vu, une fois que tu sais, tu deviens vulnérable différemment. Combien de personnes ont disparu là-bas, Christina? Demandai-je. Je ne peux pas te dire, commença-t-elle. Combien? Insistai-je. Elle a soupiré. Depuis qu'on a réactivé la station en 2019, 9 personnes envoyées. 3 sont revenues intactes. 3 sont revenues changées comme Aurora. 3 ne sont jamais revenus. Tu es le 4e à revenir intact. Tu devrais te considérer chanceux,
Et vous continuez à y envoyer des gens? Demandai-je. Les données que cette station collecte sont précieuses. Des phénomènes atmosphériques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des anomalies magnétiques. Des mesures que nos scientifiques ne comprennent pas encore, mais qui pourraient révolutionner notre compréhension de beaucoup de choses, expliqua-t-elle. Donc, vous échangez des vies contre des données, dis-je. Bienvenue dans la science de terrain, Jackson. C'est notre marché, dit-elle. 3 mois plus tard, je suis retourné au travail. J'ai essayé de rendre visite à Aurora une fois. Ils ont dit qu'elle progressait, qu'elle parlait maintenant, qu'elle participait à la thérapie. Mais quand je suis entré dans sa chambre, elle regardait par la fenêtre, son reflet dans la vitre. « Aurora ?» ai-je dit doucement. Elle s'est tournée lentement. Elle m'a regardé, mais il n'y avait aucun sens dans ses yeux. Un regard complètement vide. « Les lumières sont toujours là, » chuchota-t-elle. Sous l'eau. Quand je ferme les yeux, je les vois. Elles m'appellent toujours. Elles disent que j'ai laissé leur travail inachevé, que je dois revenir. Tu ne retourneras jamais là-bas, Aurora, dis-je. Non, je n'y retournerai pas, dit-elle avec un étrange sourire, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'elles viennent déjà me chercher de toute façon. Lentement, à travers les rêves, à travers les reflets. Elles sont patientes, elles ont attendu des milliers d'années. Elles peuvent attendre un peu plus. Je suis parti, jurant de ne jamais revenir la voir. Parfois, tard le soir, dans ma nouvelle station affectée au cœur de l'Alaska, loin de toutes les côtes, seul, j'entends quelque chose. Un sifflement, lointain, presque imperceptible. 3 notes ascendantes, et je me souviens des règles. Toutes les règles, gravées dans ma mémoire comme des ordres. Ne jamais répondre aux voix, ne jamais suivre le sifflement, ne jamais ouvrir la porte avant l'aube, ne jamais laisser de traces, parce que les traces attirent les visiteurs, et certains visiteurs ne partent jamais vraiment. Ils attendent juste, patiemment, dans l'eau, dans les arbres, dans les reflets, jusqu'à ce que tu fasses une erreur, une seule petite erreur, et alors ils viennent te chercher, pour te ramener à la maison, là où tu es censé être, et tu ne seras plus jamais comme avant.